Je ne suis certainement pas la seule, mais j'ai toujours été ahurie par ces histoires où des peuples entiers sont confrontés à des aberrations, qu'ils savent pertinemment qu'ils sont dans l'obligation morale d'agir, mais qui ne le font pas car se disent pris en étau par un autocrate ou un dictateur. L'image qui m'a poussée à prendre la parole plus que jamais est la posture qu'adoptent les peuples arabes face à la détresse palestinienne. Les peuples arabes défendent l'intégrité de la Palestine, mais sont soumis par leurs dirigeants à ne réclamer aucun positionnement concret. Ces peuples s'excusent de ne rien pouvoir faire à part exécuter les ordres, car ils sont soumis et menacés tous les jours par leurs gouvernements autoritaires. Encore une fois, l'image qui m'a le plus frappée est celle de ces soldats égyptiens barrant la route aux militants de la marche pour Gaza. Comme nous au XXIe siècle, Étienne de la Boétie, un intellectuel du XVIe, n'a jamais su se convaincre que la raison ultime de la soumission d'un homme à un autre soit la menace, aussi violente soit-elle. Il se convainc encore moins de cela lorsque la tyrannie n'est pas celle d'un homme sur un autre, mais d'un seul homme sur des millions d'autres. Aujourd'hui, nous parlons donc dans ce podcast de ce qu'Étienne de la Boétie appelle la servitude volontaire, ses explications hier et aujourd'hui. Tous les ouvrages n'ont pas la même valeur selon Claude Lévi-Strauss. Certains sont supérieurs car sont dans la capacité de poser des questions dites essentielles. La pertinence de ces ouvrages est telle que ceux-ci transcendent les âges et les sociétés. Le discours de la servitude volontaire s'inscrit, nous allons le voir, parfaitement dans cette liste. Cet essai prend naissance à partir d'un questionnement de base que de la Boétie se pose au XVIe siècle, mais que nous pourrions nous-mêmes nous poser aujourd'hui aussi. Comment une masse de milliers, si ce n'est de millions d'hommes, peut-elle se voir asservir par un seul ? Le tyran n'a en effet que 2 yeux, 2 mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce tyran n'a rien de plus que nous, si ce n'est ce que nous avons consenti à lui donner. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte ? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous ? Et cet asservissement n'a rien d'involontaire ou d'inné, car nous sommes naturellement prédestinés à nous complaire dans la liberté. Nous avons été créés égaux, aucun d'entre nous ne peut donc se proclamer maître d'autrui. Nous sommes naturellement égaux, donc naturellement libres. Mais pourquoi et comment cette volonté de servir s'est-elle alors enracinée en nous ? Il y a 3 types de tyrans. Ceux qui règnent par l'élection, ceux par la force des armes et ceux par leur succession de lignées. Malgré la diversité des profils tyranniques, un homme, pour être assujetti, doit soit y être contraint, soit être trompé. La contrainte est la raison la plus spontanée que nous aurions à émettre pour expliquer cette servitude volontaire. Mais cette façon de faire n'est pas la plus efficace pour les tyrans sur le long terme. Si un tyran tente de s'imposer dans l'objectif d'assujettir des hommes nés libres, il ne le pourra que très difficilement. Ces hommes préféreront mourir pour défendre leur liberté que de vivre tyrannisés. De la Boétie prend l'exemple des Spartiates, mais je ne préfère pas m'épancher dessus car il me semble que celui-ci soit trop lointain pour nous. Malgré ma bonne volonté, je n'ai pas su trouver un exemple contemporain de peuple prêt à se sacrifier corps et âme pour se défendre de la tyrannie. Des minorités dans ce cas existent, mais ce genre de profil ne peut être généralisé à l'échelle d'aucune société contemporaine à mon sens. La deuxième façon d'asseoir une tyrannie est l'habituation. Pour assurer leur tyrannie, les tyrans doivent faire oublier aux hommes les idées de liberté, les effacer de leur mémoire. La première génération d'hommes asservis l'a été par la contrainte, mais les générations d'après, nées sous le joug du tyran, n'ont connu rien d'autre et se complaisent donc dans leur réalité où la liberté est insensée car jamais expérimentée. Ces générations d'hommes prennent pour leur état de nature leur état de naissance. Ainsi, la servitude devient volontaire, car est vue comme chose naturelle pour des hommes n'ayant rien connu d'autre. On pourrait se dire ici que le terme servitude volontaire est mal choisi, car ces hommes ont été trompés sur leur état de nature et qu'ils n'ont donc pas choisi en
connaissance de cause, l'asservissement. Ce dernier point est une critique qui mérite échange, mais pour des soucis de clarté, nous ne le ferons pas ici. La troisième raison qui expliquerait la servitude volontaire de l'homme découle de la seconde. C'est le tempérament d'un homme né asservi. Il est soumis, il est dépourvu de courage et de vivacité. Tout cela, le tyran le sait et va faire de son mieux pour l'entretenir. Le tyran n'a pas intérêt à violenter les hommes, mais à les abrutir. Pour l'abrutir, rien de plus simple. Le tyran fait miroiter à l'homme un quelconque, ouvrez les guillemets, privilège ou service, fermez les guillemets, contre son allégeance. Bien évidemment, le service rendu par le tyran n'a aucune valeur comparée au prix de l'allégeance que l'homme va lui devoir. Dans la Rome antique, les jeux, le pain et le spectacle étaient le genre de drogue utilisée, les appâts permettant de ravir sa liberté à l'homme et d'en faire un soumis supplémentaire. On pourrait se dire « Ah, trop bêtes les hommes avant, ils se faisaient entourlouper avec des jeux, du pain et des spectacles. » Mais aujourd'hui, on se fait embobiner de la même manière. La forme des appâts a changé, mais le concept, lui, n'a pas bougé d'un millimètre. Et puis non, en fait, je n'ai rien dit, les appâts sont toujours les mêmes. À partir de juillet 2024 à fin août 2024, nous n'avions pas en France de véritable gouvernement démocratiquement élu, mais ouf, les JO ont fait diversion. Une autre manière de préserver la tyrannie est de s'approprier le concept même de liberté, renverser un tyran au nom de la liberté pour en devenir un à son tour. Votre hateuse préférée n'a pas pu s'empêcher de le caler et donc le meilleur exemple de cette appropriation du concept de liberté pour assouvir ses visées impérialistes est et restera les États-Unis d'Amérique. J'aurais été ravie de vous faire une liste exhaustive pour démontrer la bâtardise des États-Unis, mais pour la bonne écoute de ce podcast, relevons seulement l'exemple de l'opération Ajax menée en 1953. L'opération Ajax a été donc menée par les États-Unis pour déstabiliser le pouvoir nationaliste iranien dirigé par Mohammad Mossadegh. Mossadegh entendait conquérir la maîtrise de son pétrole, mais quand il y a pétrole, il y a les États-Unis. Une vaste opération de corruption et de décrédibilisation de la figure de Mossadegh est menée par les États-Unis et le Royaume-Uni et conduit à son renversement, puis à la répression des forces qui soutiennent ce dernier. Cette opération, motivée par des visées économiques mais fagotée comme toujours par un discours libéral et démocratique, a instrumentalisé l'opinion publique et a libéré progressivement un espace à l'ayatollah Khomeini. La dernière raison est l'intérêt. Le tyran fidélise une minorité par l'intéressement en faisant d'eux ses yeux et ses bras. Cette minorité privilégiée fidélise elle-même des milliers pour la seconder, et ainsi de suite. In fine, chacun devient le tyran de l'autre. Ainsi, les hommes se contentent d'endurer le mal et d'en faire, non à celui qui leur en fait, mais bien à ceux qui, comme eux, le subissent et n'y peuvent rien. Au bout du compte, par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrans, on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux auxquels la liberté plairait. Nous pourrions nous dire que l'intérêt est une raison inébranlable face à la quête humaine de liberté. Mais pour de la Boétie, l'intérêt est une raison vaine, car les fidèles du tyran pensent être les gagnants, mais ils se fourvoient. Ils sont plus asservis et plus malheureux que ceux qu'ils tyrannisent. De la Boétie invoque des exemples antiques pour démontrer que tous les fidèles des tyrans, ou presque, se sont brûlés les ailes. Mais nous pourrions tout à fait aujourd'hui penser aux milliardaires chinois ou aux oligarques russes qui disparaissent un à un après avoir été les plus proches amis de personnalités comme Poutine ou Xi Jinping. L'exemple le plus retentissant est celui du milliardaire Jack Ma, possesseur de la firme Alibaba. Sa disparition retentissante après sa lune de miel avec le Parti communiste chinois n'en a été que plus surprenante. Enfin, surprenante, toute proportion gardée, car comme alertait de la Boétie, il est impossible de se rapprocher d'un tyran pour en tirer bénéfice en pensant être préservé de l'assujettissement.
Et puis l'assujettissement des tyrannos, les fidèles du tyran, est plus violent et plus profond que celui des pauvres ignorants. Et il ne peut en être autrement. Les tyrannos doivent penser comme le tyran, agir en conséquence, devenir en fin de compte une extension de lui. A contrario, le tyran sera beaucoup plus dur à leur égard, car ils font partie de son cercle rapproché. Il sera donc d'autant plus suspicieux et au moindre écart leur prodiguera un châtiment des plus rudes. Si nous reprenons l'image des soldats égyptiens barrant la route à des militants de la marche pour Gaza, c'est tout à fait cela. Ces soldats sont devenus l'extension du tyran. Ils se sont effacés eux-mêmes au profit du système tyrannique, pensant ainsi pouvoir y échapper, voire même y gagner quelque chose. Ainsi, celui qui se fait tyranniser en ne pensant rien y gagner n'a pas intérêt à s'assujettir, et celui qui tyrannise pensant échapper au sort qu'il prodigue n'est pas non plus épargné, et donc, en fin de compte, n'a rien à y gagner non plus. Étienne de la Boétie ne donne pas de solution à la tyrannie et l'asservissement volontaire que les hommes se font subir, car solutionner un problème, c'est le figer dans une réalité particulière. Or, le problème de la servitude volontaire est fondamentalement mouvant. Il fait partie de l'arrière-plan de l'histoire humaine, pouvant ressurgir à des degrés divers au cours du temps. Aujourd'hui, nous connaissons une époque où la tyrannie n'a plus rien de littéralement sanglant. Elle devient plus difficile à déceler et donc à combattre. La tyrannie que nous subissons est de nature douce. C'est le despotisme doux de Tocqueville. Une tyrannie qui nous abrutit, qui nous rend soi-disant service, mais qui, en réalité, nous déleste de notre responsabilité envers autrui, mais avant tout envers nous-mêmes. La tyrannie que nous subissons nous appâte. Elle nous appâte en réglant notre vie à sa guise, en nous épargnant les tourments d'une liberté totale. Pire encore qu'un abrutissement subi, cette prise en charge abrutissante, bon nombre d'entre nous l'aperçoivent comme étant bénéfique et même apaisante. Voilà ce qui est d'autant plus dangereux avec la tyrannie du XXIe siècle. Elle n'est plus littéralement sanglante, elle s'est emparée des hommes sur des générations et aujourd'hui, ceux-ci y adhèrent d'eux-mêmes sans percevoir le danger qu'elle représente. Voilà donc l'appât que les tyrans utilisent. Pensez moins, détendez-vous, on s'occupe de tout. Qu'importe ce que les autres vivent, qu'importe ce que le monde devient, qu'importe ce que nous faisons, nous savons que ce qui vous intéresse est de vivre selon l'idéal que nous vous vendons. On vous donne déjà tout ce dont vous avez besoin pour vivre, donc à quoi bon voir plus loin ? Qu'importe la perte d'autonomie, qu'importe la surexploitation, qu'importe l'abrutissement, qu'importe l'appauvrissement, l'homme préfère l'assurance de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Et ça, les tyrans l'ont tous très bien compris. Mais ne perdons pas espoir. Voilà ce que dit de la Boétie. Il s'en trouve toujours certains qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le secouer. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l'avenir. Ce sont eux qui, ayant de même la tête bien faite, l'ont encore affinée par l'étude et le savoir. Cela, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l'imagine, la savoure et la servitude les dégoûtent pour si bien qu'on l'accoutre. Ainsi, le savoir et le relativisme historique sont les premiers instruments dont un homme puisse user pour briser les barrières qui existent entre lui et sa liberté. Mais quelles sont donc ces barrières ? Premièrement, il faut définir dans quelle situation sommes-nous libres ou non. Qu'est-ce être libre ? Et ce questionnement n'a rien de simplet. Par exemple, le travail est-il synonyme de liberté ou non pour un homme ? Ainsi, définir une situation type de liberté est moins simple que ce qu'il n'y paraît. Deuxièmement, après avoir défini ce qu'est être libre, il faut acquérir le recul nécessaire pour apprécier si oui ou non nous sommes véritablement libres.
Cette deuxième étape est extrêmement complexe car l'assujettissement volontaire se fait généralement par tromperie. On est trompé par un système qui nous fait croire que nous sommes libres et même gagnants pour qu'on puisse y adhérer par nous-mêmes. Enfin, troisièmement, si nous considérons que nous ne sommes pas libres, reste à renverser le système tyrannique. Cette ultime étape n'est pas chose aisée non plus. Voici pourquoi. Dans l'imaginaire collectif, renverser le grand méchant, le tyran, relèverait de l'exceptionnel. Il faudrait être quelqu'un de courageux et de génial, prêt à se sacrifier de façon messianique pour la cause. Mais cet imaginaire a été construit par la tyrannie elle-même pour dissuader l'individu de tenter quoi que ce soit, lui faire baisser les bras rien qu'en y pensant. Le tyran est représenté comme une figure intouchable qui ferait face à chacun d'entre nous individuellement. Or, c'est faux. Le tyran est seul et nous sommes la masse. Nous n'avons rien donc à extorquer au tyran, nous devons simplement lui retirer ce que nous lui avons donné, notre soutien. Il n'est pas demandé aux hommes de l'affronter ou de l'ébranler, mais simplement d'arrêter de le soutenir.